L'homme au chat noir. Dans le hall de l'église, je remarquai un énorme anneau métallique incrusté dans le sol, et qui était en partie caché par les sièges des fidèles. Cet anneau semblait permettre de soulever une dalle de pierre de grande taille. Il y avait donc probablement quelque chose là-dessous. Je posai la question au curé, qui sembla hésitant à me répondre. C'est une très vieille histoire, me dit-il. Autrefois, aux alentours du Xe siècle, une crypte souterraine fut construite. La seule chose certaine est qu'elle abrite la tombe du premier évêque du lieu. L'église a été détruite et reconstruite plusieurs fois au-dessus de la crypte depuis cette époque. Au siècle dernier, des histoires, des rumeurs plutôt, ont commencé à circuler. Elles prétendaient que l'on entendait, depuis l'église, des bruits de combat, des coups d'épée contre des armures. C'est le curé qui était là avant moi qui m'a raconté ça. Une légende, décrite dans les anciens grimoires, qu'il n'a pas vue, prétend que deux chevaliers doivent se battre dans la crypte jusqu'à la fin des temps, et que la malédiction tomberait sur ceux qui s'aviseraient à intervenir dans leur combat. Lui semblait y croire. Il avait entendu des cliquetis, et il avait fait ajouter une épaisseur de produit isolant sous la dalle pour que l'on n'entende plus rien depuis l'église. Je proposai au curé de faire ouvrir la crypte, ce qui permettait d'en photographier l'intérieur, de répertorier les autres tombes s'il s'en trouvait, et de faire un peu avancer la connaissance de l'histoire de notre église. Il n'était pas très convaincu, mais il fit quand même une demande d'autorisation à l'évêché, et cette demande d'autorisation fut accordée. L'évêque n'avait jamais entendu parler de la crypte, ni de la légende. L'église était en réfection, elle était fermée, il fallait donc en profiter. Par un bel après-midi, où la lumière inondait l'église, nous avons fait lever la dalle, et nous sommes descendus dans la crypte. Au fond de la salle, on pouvait voir un énorme tombeau de pierre. Ce devait probablement être celui de l'évêque. Sur chacun des deux côtés se trouvaient trois cercueils de moindre dimension. Enfin, au centre, étaient placés deux tombeaux, côte à côte. L'un des deux semblait de très grande taille, l'autre était beaucoup plus petit. Je pensais que ce devait être celui d'un enfant. Soudain, à notre stupéfaction, les deux cercueils du centre s'ouvrirent simultanément. Nous étions en bas de l'escalier, à quelques mètres de la scène. Le curé prit la fuite. Je restai stoïque. Je n'avais pas pris mon appareil photo. Il en sortit deux combattants en armure de l'époque. On ne pouvait les confondre. D'un côté, un géant en armure couleur acier, doté d'une énorme épée. De l'autre, un petit homme en armure noire, portant une épée proportionnée à sa taille et à sa force. Les deux adversaires ne tenaient aucun compte de ma présence. Ils entreprirent de frapper l'un sur l'autre, sans presque se protéger. Le plus grand était de loin le plus puissant, le petit de loin le plus rapide. Mais on pouvait deviner que le plus puissant allait l'emporter. En effet, après un violent coup porté à la tête de son adversaire, il le fit reculer et il le décapita sur le suivant. Le vaincu s'effondra au sol. La partie semblait définitivement terminée. Le géant retourna se coucher dans son cercueil et il en referma le couvercle. C'est alors que, à ma grande surprise, l'armure noire se remit à bouger. Elle se releva, rechercha son casque qu'elle plaça sur ses épaules, comme si de rien n'était, ramassa son épée, et tout comme le fit son adversaire, retourna se coucher. Le curé, qui était resté en haut de l'escalier, avait pu tout observer. Nous résolûmes de retenter l'expérience le lendemain pour photographier la crypte, sans oublier de nous munir d'une caméra pour filmer la scène si elle devait se répéter. Il nous manquait un éclairage puissant pour illuminer la scène pendant le tournage. Nous avions tout le temps de nous le procurer. Nous sommes donc retournés au pied des escaliers de la crypte, emportant avec nous tout notre matériel, tirant derrière nous le fil électrique permettant d'approvisionner le projecteur.
Nous n'étions pas encore installés que les deux belligérants sont sortis de leur boîte et ont recommencé leur combat. La caméra était prête à enregistrer, mais j'en étais encore au réglage des pieds du projecteur. Banco. Je lance l'enregistrement et le flot de lumière qui l'accompagne. Sur la scène de la bataille, par rapport à la caméra, le champion noir nous tournait le dos, tandis que celui couleur acier nous faisait face, ce qui lui fut fatal. En effet, le puissant faisceau lumineux qui éclairait toute la salle l'avait immédiatement ébloui. Pour celui qui vivait depuis des lustres dans un cercueil, ça devait être une sacrée surprise. Son adversaire profita de la seconde de son hésitation pour lui trancher la tête à son tour. Le géant tomba comme une masse. Contre toute attente, le vainqueur ne retourna pas dans sa tombe, mais s'enfuit par l'escalier, et on entendit des bruits, laissant supposer qu'il avait chuté dans l'église. Nous n'avions pas été très surpris de voir le géant se relever et récupérer sa tête. À la suite de ça, il se précipita vers le haut de l'escalier. Mais il s'arrêta là. Peut-être avait-il compris que son adversaire avait trop d'avance. Et il fit demi-tour et retourna dans son cercueil qu'il referma. Les 6 tombes situées sur les côtés de la crypte s'ouvrirent simultanément à cet instant. Des squelettes en sortirent, qui se transformèrent immédiatement en chats noirs, et ceux-ci prirent la fuite par le même chemin. Nous étions catastrophés. Nous avions déclenché un mécanisme que nous ne maîtrisions pas, dont nous ne pouvions mesurer les conséquences, mais pour lequel nous avions été avertis. Dans l'église, nous avons retrouvé l'armure du fuyard, mais nous ne savions pas sous quelle forme il avait quitté l'église. Il n'avait probablement pas pu s'enfuir tout nu si c'était un homme. Se serait-il transformé en chat, comme les 6 autres fuyards? En désespoir de cause, nous remîmes l'armure noire à sa place. Nous espérions que notre affaire ne susciterait pas de vagues et que nous aurions, si on peut dire, d'autres chats à fouetter dans les prochains jours. Ce ne fut malheureusement pas le cas. Dès le lendemain, des rumeurs commençaient à circuler. Des chats noirs féroces auraient attaqué des fermes durant la nuit, tuant les chiens de garde. Agressifs, ils auraient pénétré dans les habitations, terrorisant les habitants. Un fermier aurait affirmé avoir vu quelques chats entrer dans le cimetière situé près de chez lui et en avoir vu une centaine en sortir. Tous des chats uniformément noirs. Sur la place devant l'église, une petite fille donnait à manger aux pigeons. Elle tenait en laisse un bébé chat tout blanc qui cherchait à les attraper sans succès. Je m'inquiétais pour sa sécurité. Le premier jour, les autorités ne prirent pas cette affaire très au sérieux. Nous, si. Nous avions disposé de quelques rumeurs, mais nous aurions dû les prendre au sérieux. Mais nous savions que la seule créature qui devait connaître tous les tenants et aboutissants de cette affaire, c'était le géant allongé dans sa tombe. Il était notre seule chance de découvrir un indice. Je décidai donc de l'affronter. Je l'avais vu se battre, et compte tenu du poids de son armure et de son épée, je pensais être beaucoup plus rapide que lui et pouvoir éviter ses coups. Pour ne pas perdre de temps, nous avons installé notre matériel de prise de vue que le curé était chargé de manipuler. Je me présentai donc devant la tombe qui ne s'ouvrit pas. Il fallut utiliser un pied de biche pour pouvoir le faire, et le curé pour m'aider à lui abandonner sa caméra. À l'intérieur, le géant tenait son épée entre ses bras. Nous ne savions que penser. Était-il définitivement hors service? Nous l'avons photographié. Mais rien ne nous fournissait une piste permettant d'avancer vers une solution à notre problème. Nous nous sommes donc séparés sans beaucoup d'espoir. Avant de rentrer à mon domicile, je suis passé chez un photographe professionnel, lui demandant de bien vouloir réaliser des agrandissements maximum de toutes les photos. Il me promit de réaliser ce travail pour le lendemain avant midi. Le soir, j'ai pris ma voiture.
j'avais décidé d'effectuer quelques kilomètres en dehors de la ville pour me faire ma propre idée du danger en cours. Car dans l'agglomération, à part de nombreux policiers, on pouvait dire que, mis à part, il n'y avait pas un chat. Arrivé sur les petites routes, je vis des chats partout. Certains sautaient sur la voiture, couraient après. J'en ai même vu un qui tombait de je ne sais où, a atterri sur mon pare-brise. Il est resté là à me regarder, grimaçant pendant 1 minute, accroché à mon essuie-glace. Le fait de lui avoir nettoyé le visage avec l'eau du lave-glace ne l'avait pas perturbé. J'ai dû, pour m'en débarrasser, actionner ces mêmes essuie-glaces, et j'en ai perdu un en même temps que le chat. Je décidai ensuite de rebrousser chemin. J'en savais suffisamment, et j'avais pris aussi suffisamment de risques. Le retour à mon domicile fut plus calme, mais non sans incident. Je me levai tôt ce matin-là, car j'avais hâte de prendre connaissance des nouvelles de la nuit, et il y en avait. Le quotidien régional publiait en première page la photo, de mauvaise qualité, prise la nuit, d'une centaine de chats s'échappant d'un cimetière. Cette photo validait tous les bruits qui couraient et qui devenaient de plus en plus horrifiants. Personnes attaquées chez elles, animaux tués. La crainte se transformait en panique. Beaucoup de personnes cherchaient à se procurer des fusils. Les marchands d'armes étaient à court de cartouches. Des chasseurs avaient décidé de créer des patrouilles pour abattre les chats noirs, mais compte tenu de leur nombre devenu très important, ils avaient abandonné leur projet. Les autorités ont demandé aux populations de rester calmes et de ne pas circuler la nuit. Un couvre-feu était mis en place. Je suis passé chez le photographe qui, comme convenu, et moyennant coquette finance, me remit les agrandissements. Sur ce, je retournai voir mon ami curé, associé avec moi dans cette malheureuse affaire, au sujet de laquelle il n'avait soufflé mot à sa hiérarchie. Je le retrouvai au presbytère, et je lui racontai le détail de ma sortie nocturne. Ensuite, nous avons abordé l'étude des agrandissements. Beaucoup d'entre eux ne présentaient en fait aucun intérêt. Par chance, tandis que nous observions la photo du géant, nous avions remarqué que son casque reposait sur une espèce d'oreiller, ce que nous n'avions pas pu voir les jours précédents, car le projecteur ne permettait pas d'éclairer l'intérieur de la tombe. Nous avons donc décidé de récupérer l'objet le plus vite possible. Et pour cela, nous devions réitérer notre expédition de la veille, sans nous encombrer d'une caméra. Cette nouvelle opération se déroula sans aucun incident, l'occupant nous laissant le détrousser de son oreiller sans se révolter. Le curé amena l'objet à la sacristie et s'empressa de le dépecer. C'était un sac en cuir cousu sur chacun de ses côtés. À l'intérieur, il découvrit une série de parchemins qu'il examina. « Nous avons de la chance, me dit-il. Tout est en latin. Je ne sais pas si c'est lui qui a écrit ça, mais celui qui l'a fait est un érudit. Laissez-moi lire tranquillement tout le texte, et je vous en ferai un résumé. Il faut d'abord que je remette les feuillets dans l'ordre, pour voir s'il n'en manque pas. » J'ai donc attendu sur la place devant l'église. Je tournais en rond, et j'écoutais les gens qui parlaient. Tous relayaient ces histoires de chats noirs, qui, comme chacun le sait, portent malheur si on les croise. Et ceux qui n'en parlaient pas marchaient plus vite que d'habitude. Je me demandais pourquoi je n'en avais vu aucun depuis 1 heure que j'attendais, et pourquoi parmi tous les gens que j'avais croisés et qui parlaient des chats, aucun ne semblait en avoir vu. La petite, avec son chat, continuait à nourrir les pigeons. J'achetai un quotidien national qui traitait de notre affaire. Il apparaissait que la vague de chats noirs était localisée au sud de la Provence. Il semblait que ces chats disparaissaient dans la journée et ne réapparaissaient la nuit que pour agresser des créatures vivantes. Ils ne semblaient même pas les manger. Des experts étaient attendus sur place pour tenter de capturer et d'examiner ces étranges animaux. L'État fournissait des lance-flammes aux pompiers en garde de nuit dans les villages.
Enfin, le curé vint me trouver pour m'indiquer qu'il avait terminé la traduction. Il m'indiqua qu'il y avait passé beaucoup de temps, car si l'auteur pratiquait un latin facilement compréhensible, en contrepartie, il écrivait comme un chat. Il me résuma le contenu des divers documents. Je n'arrive pas à déchiffrer la date, mais il y a sûrement très longtemps, la Provence était envahie par des hordes de chats noirs qui terrorisaient les gens à la tombée de la nuit et qui disparaissaient dès l'aube. La population pensait qu'il s'agissait d'une punition céleste. Le seigneur des chats, aussi connu comme étant l'homme au chat noir, semblait diriger cette armée. C'était, affirme le document, un diable auquel Satan aurait délégué un certain pouvoir de faire le mal. Il avait la possibilité de transformer les âmes des morts en animaux féroces, et il avait choisi le chat. C'était un homme râblé de petite taille. Il faisait couper la langue des femmes qui parlaient trop vite, sans réfléchir, et il appelait ça donner sa langue au chat. Esprit blagueur, il ne craignait pas de se battre pour toutes sortes de motifs. Qu'une région soit soumise au joug d'un petit diable ne pouvait pas laisser indifférent l'armée des anges. Ils envoyèrent une petite équipe pour nettoyer le terrain. À la tête de cette équipe se trouvait un géant. L'équipe se déplaçait de jour, à pied, avec armure, et ainsi elle ne craignait pas les attaques des chats, dont les ongles se brisaient sur l'acier. Le chevalier noir fut acculé à se battre en duel contre le géant. Mais le combat, qui n'aurait dû être qu'une simple formalité pour le géant, se transforma en un duel à mort, où tous les deux laissèrent la vie. En effet, le géant fut bousculé par des dizaines de chats noirs qui se précipitèrent ensemble sur lui et le firent chuter. En tombant, il décapita son adversaire. Ils furent enterrés au centre de la crypte, l'un à côté de l'autre. Des tombeaux pour les compagnons, des chats, du chevalier noir furent placés sur les côtés. Un mage fut invité à imposer un sortilège éternel aux deux belligérants. Ils étaient destinés à se relever de leur tombe et à se combattre à mort jusqu'à la fin des temps. Tant que le champion géant battait son concurrent, la prophétie se poursuivait. S'il perdait, le champion noir retrouverait son autonomie et la disposition de ses chats noirs féroces. Et ceci jusqu'au retour de la 12e pleine lune. Le mage a également demandé la pose d'une dalle sur la crypte, une dalle tellement lourde que les protagonistes ne puissent pas la soulever. Le curé avait terminé de me lire la traduction qu'il avait effectuée. Nous étions atterrés. De mémoire, la durée entre deux pleines lunes était d'environ 1 mois. La malédiction des chats noirs risquait de terrifier la population pendant près d'1 an. Les gens allaient donc encore souffrir et paniquer durant longtemps encore. Nous n'avions pas revendiqué notre responsabilité dans ce drame, et nous ne nous voyions pas comment expliquer un retour à la normale à une date future. Qui nous prendrait au sérieux? Et plus, que pourrait-on nous reprocher? Et l'église qui devait rouvrir bientôt, les travaux d'entretien étant presque terminés. Nous étions en train de passer l'aspirateur sur le sol de la crypte quand nous avons entendu une petite voix qui provenait du haut de l'escalier. Elle disait « Monsieur le curé, monsieur le curé !» Et nous aperçûmes une petite fille qui portait un énorme chat noir dans ses bras. Je reconnus la petite fille que j'avais vue donner à manger aux pigeons sur la place devant l'église. Soudain, le chat s'échappa de ses bras et se précipita sur la tombe du géant qu'il se mit à griffer. Le géant sortit de sa boîte, aperçut le chat, et il ouvrit la petite tombe dans laquelle le chat se précipita. Le chevalier noir en ressortit immédiatement avec son épée. Et pour notre plus grand plaisir, le combat reprit comme avant. Le géant en sortit vainqueur, comme prévu. La petite fille en haut de l'escalier avait disparu.
et nous ne l'avons jamais revu. Les 6 chats noirs manquants ont réintégré leurs 6 tombes sur les côtés de la crypte. Nous n'avons jamais connu le rôle qui était le leur. Le curé fit remettre en place la dalle obstruant la crypte, la faisant cimenter pour la condamner définitivement. Le soir même, tous les chats avaient disparu dans les rues et dans les campagnes.